We declare our rank on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of human beings in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Une collègue me faisait très justement remarquer l'autre jour que ce n'étaient pas les voix qui s'élevaient dans l'enseignement musical pour dénoncer les violences et les abus. Ce n'était pas la parole qui se libérait, mais les oreilles qui s'ouvraient un peu plus. Oui, enfin pas toutes. Il en est qui restent ostensiblement fermées et qui cherchent par tous les moyens à faire taire les victimes ou à marginaliser leurs paroles et celles de ceux qui s'en font les vecteurs. Ainsi, certains groupes sur les réseaux sociaux, enclins à se plaindre ou se moquer des élèves, à dire que « tout fout le camp, mon bon monsieur, de nos jours les jeunes n'ont plus le goût de l'effort, il n'y a plus de niveau, ah, de mon temps !» et autres fadaises réactionnaires qu'on peut lire depuis au moins l'Antiquité, préfèrent censurer ces paroles. Cachez-vous, c'est mieux. Et si vous ne voulez pas vous cacher, nous ferons tout pour vous invisibiliser. Il y a aussi ceux qui décrètent, après une étude approfondie des méandres de leur propre cerveau noyés dans les biais de confirmation, que toute cette violence ne serait que des exceptions à un dysfonctionnement marginal et qu'il serait donc urgent de faire taire les victimes au nom de la très mauvaise image que cela pourrait donner des conservatoires. Un argument vieux, comme la culture du viol. Aidez-nous à amplifier le mouvement en diffusant ces vidéos. Il faut que malgré la clique, la profession réfléchisse et travaille autour des mots déontologie, respect, proxémie, sexisme, violence éducative ordinaire, au système suranné qui produit cette violence et la couvre. Soyons tous des militants de la lutte contre les violences éducatives et sexuelles dans l'enseignement musical et demandons que partout, des mesures concrètes soient prises. Mais en fait, moi, j'ai fait un premier cursus. Donc, avant de faire que de la musique, j'ai passé un diplôme de niveau bac+5. Et donc, je suis arrivée sur le marché de la musique, entre guillemets, à 25 ans. Et donc, il y a tout un tas d'écoles dans lesquelles je ne pouvais plus rentrer. De toute façon, j'avais dépassé la limite d'âge, la date de péremption. Et donc, je sais plus exactement combien il me restait d'écoles, mais 4 ou 5 grand maximum sur toute la France. Et à cette époque-là, j'avais pas envisagé de partir à l'étranger. Je m'étais dit, moi, je suis française, enfin, je reste en France. Et donc, j'ai passé ces concours. Et donc déjà, pour ça, il faut avoir le moral bien accroché. Et puis après, je suis rentrée dans un pôle sup, où j'ai commencé une licence. Et puis à la fin de la première année, on passe un deuxième concours là pour rentrer en diplôme d'État. Et donc, je suis rentrée aussi dans la formation en diplôme d'État. Et là, on va attaquer à la partie plus difficile. En fait, je pensais être guérie, je pensais être passée à autre chose. Et quand j'ai vu la vidéo l'autre jour, là, ça m'a un peu retournée. Je me rends compte qu'en fait, je suis pas du tout guérie et pourtant j'ai fait quand même un chemin. J'ai réussi à avoir un master, j'ai réussi à avoir le concours de la fonction publique, à avoir une place et je suis très très heureuse de pouvoir continuer à faire du violoncelle, tout ça. Mais après avoir vécu 2 ans comme ça où je me faisais tout le temps descendre, où j'étais tout le temps nulle, où de toute façon je pouvais pas y arriver, partir à l'étranger avec un prof que je connaissais pas, c'était vachement dur. Et du coup, j'ai commencé par faire un stage avec le prof que j'aurais en quittant l'école où j'étais. Quand je sors de scène, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé sur scène. J'ai des blackouts en fait. Tout est complètement effacé. Et tout ça, c'est lié justement à tout ce qui s'est passé pendant 2 ans à l'école. En fait, la pédagogie, c'était vraiment une passion. Donc, quand on a découvert tous les différents systèmes d'enseignement, toutes ces choses-là, moi, j'adorais ça. Et en soi, ça se passait très très bien. En fait, tout se passait bien jusqu'au jour où j'ai dit que j'étais plus d'accord de la façon dont les 2 profs d'instruments me traitaient. Et donc au départ, la direction m'a proposé un
un système, enfin un soutien avec plusieurs options. Et en fait, après, ils ont complètement retourné leur veste. Et là, toutes les matières se sont effondrées, en fait. Tout le système a complètement périclité. Ça a été la dégringolade jusqu'au jour où mon prof de l'étranger est venu en disant maintenant on arrête. Et c'est grâce à lui que j'ai eu mon diplôme d'État, parce que j'ai pas eu mon DNSPM, parce que je n'ai pas joué assez à la corde. Et du coup, à partir de là, en fait, à partir du moment où j'ai quitté la France, j'ai pu commencer à me reconstruire. Mais les premiers cours, je pouvais pas jouer du violoncelle, en fait. J'arrivais en cours, mon prof me disait viens, on pose ton violoncelle, on va au café. Et on allait boire un café et discuter de comment j'allais pouvoir remonter sur scène, comment j'allais pouvoir retravailler, comment sereinement j'allais pouvoir continuer cette carrière pour laquelle je m'étais déjà tellement battue, quoi. Mais en fait, c'est surtout ça, c'est qu'on se dit pendant toute une partie du mécanisme, on n'a aucune conscience de ce qu'on est en train de vivre. On sent juste que ça va de moins en moins bien et qu'on joue de plus en plus mal. Et pourtant, on a l'impression d'avoir atteint un saint Graal parce que, en fait, on a quand même réussi. On est rentré dans cette école et on fait partie du petit nombre qui est rentré. Et en fait, on vit en enfer et on s'en rend pas compte parce qu'on se dit, ah, ça y est, moi j'ai réussi. Il faut que j'aille au bout. Maintenant, je peux plus m'arrêter. J'ai enfin réussi. Et on a passé ces concours qui sont quand même affreux, où on s'en prend quand même plein la figure. Moi, je sais que j'ai passé, donc, vu mon âge, déjà, je pouvais pas passer tous les concours. Quand j'ai passé l'entrée au CNSM de Lyon, on m'a dit, j'étais dans la limite d'âge et on m'a dit, mais de toute façon, à votre âge, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, le truc, c'est que j'ai jamais rien osé dire. C'est la première fois que j'ose vraiment en parler. Et en fait, ma grande question, c'est est-ce que je suis légitime? Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça? Parce que c'est que mon point de vue, en fait. Si ça se trouve, moi, j'étais pas bien et c'est pas la réalité. Après, en fait, il y a deux choses. Il y a deux façons de réagir. C'est soit on reproduit le schéma qu'on a vécu et on est super dur et on continue dans ces violences-là, soit on dit plus jamais ça et surtout pas. Et je sais que moi j'ai un regard sur mes élèves peut-être trop gentil parce que j'ai voulu complètement prendre le pendant de ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que pour moi le plus important c'est qu'un élève il arrive à son cours et il arrive et il reparte avec le sourire. En fait c'est ça qui pose vraiment question, c'est que on nous parle des pédagogies Montessori, Freinet, d'aller au rythme de l'élève, de s'adapter à lui, et en parallèle, on sort de ces cours-là et on doit aller à un cours d'instrument où on a des nausées avant de rentrer, où on sort, on est complètement démonté, et on retourne travailler, et de toute façon, on nous inculque le fait qu'on est nul. Et moi, justement, quand il y a eu cette confrontation avec les profs, parce qu'en fait, je n'étais plus capable d'aller en cours, l'établissement m'a obligée à aller voir un psychologue et m'a imposé le praticien que je devais aller voir. Ce qui est quand même extrêmement violent. Et à la confrontation, un des deux profs qui, depuis 3 mois, me faisait travailler la même mesure du même concerto à tous les cours, parce que c'était pas assez juste, me dit que il faudrait peut-être que je pense à une réorientation, qu'effectivement des fois au concours d'entrée on fait des erreurs d'orientation. Il était déjà en réorientation en fait. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai une copine qui est rentrée d'Erasmus et je me suis dit c'est le seul moyen de sauver ma peau en ayant un diplôme. Parce que j'étais pas prête à abandonner mon diplôme à ce moment-là. Je me suis dit attends, le parcours que tu as fait pour arriver jusque-là, c'est pas possible. Enfin, bats-toi jusqu'au bout et puis voilà. Et j'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire que je suis revenue pour mon récital de DNSPM, alors que j'aurais très bien pu dire je le fais à l'étranger. Mais non, je suis revenue en disant voilà, je veux être à égalité avec tout le monde, je veux vous montrer que je suis capable de le faire.
Et j'aurais jamais dû revenir, en fait. Et du coup, maintenant, il faudrait que je réponde à des enquêtes et tout ça, et que je dise que c'était des super études et que grâce à eux, j'ai eu... Ah non, en fait, non. Enfin, c'est un petit peu cohérent, quoi. Et je crois le plus dur, c'est le moment où, quand vous aviez encore d'avoir une once d'espoir d'avoir un soutien et que tout le monde tourne sa veste, et là vous vous retrouvez seul face au monde entier, en fait. Je pense que c'est ça le moment le plus difficile. Il y en a deux, en fait. Il y a celui où vous vous rendez compte que de toute façon vous ne pourrez pas y arriver si vous restez dans ces conditions-là, et il y a celui où les dernières personnes qui vous soutenaient dans l'établissement se retournent contre vous. Et à la suite de mon DNSPM, on m'a quand même proposé de revenir faire une année supplémentaire pour l'avoir. Et donc là, je leur ai dit que c'est gentil, mais non merci. En fait, je dirais que au début, il y a eu des signes que j'ai pas vus parce que j'étais trop heureuse d'avoir été reçue. Voilà, comme il y a eu des remarques sur le fait que ce que j'avais joué au concours, c'était pas du niveau. Et dans ce cas, ils avaient qu'à pas me prendre. Et puis en fait, pendant toute la première année, je me suis pas rendu compte de ce qui se passait. C'est-à-dire que j'arrivais en cours, c'était jamais assez bien, mais en même temps, de toute ma scolarité, depuis que j'étais rentrée dans un conservatoire départemental, ça n'avait jamais été assez bien. De toute façon. Donc en fait, c'était presque normal que ce soit pas assez bien. Jusqu'à ce que je revoie un violoncelliste qui m'avait préparé au concours et qui m'a dit mais attends, tu sais, il y a quand même un problème parce que là, tu joues moins bien que l'année dernière avant de rentrer dans l'école. Et en fait, là, ça a été le déclic, c'est-à-dire que je me suis dit mais attends, c'est pas possible. Enfin, je travaille des heures et des heures, je m'arrête jamais, je fais des stages, je fais tout ce qu'il faut et je joue moins bien. Et à partir de là, ça a été un peu la dégringolade. Jusqu'au jour où il y a eu une masterclass où la veille, à 17h, on m'a interdit de jouer pour le lendemain. Mais je devais j'étais obligée d'écouter les autres jouer. Et là, j'ai craqué. C'est la première fois que vraiment j'ai craqué et que j'ai dit que pour moi, ce serait plus possible, qu'il y avait un des deux profs avec qui je ne pouvais plus prendre cours parce qu'en fait, j'en étais trop malade. Donc, ils ont accepté que pendant un moment, je n'aille plus en cours avec lui, que je n'aille que avec l'autre prof. Pendant un mois, je dormais plus la nuit. Je travaillais, mais je faisais des crises de panique en pleine nuit. Enfin, c'était assez compliqué à gérer. Et puis, à un moment donné, l'administration a décidé que ça pouvait pas continuer comme ça. Et donc, du coup, il fallait qu'il y ait une confrontation. Alors, bien sûr, ils continuaient leur travail de sape, faut pas croire. Voilà. En fait, c'était toujours là, c'est-à-dire que plus ça allait, moins on me donnait de travail. Et je prenais sur moi et puis je laissais passer les choses, mais je voyais bien que même les autres étudiants, ils comprenaient pas ce qui se passait. Moi, j'avais changé. Et arrivé cette réunion, et le